Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez réussi à vous reposer durant cette période de vacances. On va terminer aujourd'hui cette leçon sur l'axe 2, donc on est en HGGSP, je le rappelle. C'est notre troisième leçon qui s'intitule Liberté ou contrôle de l'information dans ce grand chapitre sur s'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. Avant les vacances, nous avions fait le grand 1, le grand 2, on passe tout de suite au grand 3, l'information en temps de guerre. Et on va étudier dans cette partie la façon dont les journalistes travaillent lorsqu'ils sont sur des situations de conflit armé. Et on va voir qu'ils ont une forte influence sur l'opinion et donc parfois ils sont tout à fait contrôlés par les États. Alors on va d'abord le voir à travers un exemple très concret, c'est notre petit 1, les médias et la guerre du Vietnam. Alors on va commencer par une vidéo qui va vous parler donc de ce conflit au Vietnam. C'est un conflit entre guillemets typique de la guerre froide, c'est-à-dire un conflit indirect entre États-Unis et URSS qui se passe à l'extérieur de leur terre, c'est-à-dire ici au Vietnam, entre un Vietnam Nord qui est communiste, donc soutenu par l'URSS, et un Vietnam Sud qui est soutenu par les États-Unis. Et c'est un conflit, vous allez voir, qui a été très meurtrier, très violent également. Je vous propose de découvrir d'abord la façon dont ce conflit s'est déroulé, donc à travers notamment une vidéo que je vais vous passer juste après. Normalement, celle-ci devrait passer. Je vous précise tout de suite que je dois en utiliser deux autres, mais il y a de grandes chances que YouTube ne me permette pas de publier ma vidéo avec ces deux vidéos suivantes, car il y a toujours un petit problème de droit lorsque j'utilise des vidéos qui viennent de France Télévisions ou de l'INA. Donc cette première vidéo devrait passer et les deux suivantes seront probablement en lien dans la description juste en dessous. Donc je vous le dirai, il faudra cliquer à ce moment-là pour découvrir les vidéos. D'abord, première vidéo donc, qui vous présente un peu le contexte et le déroulement de cette guerre du Vietnam. Pour contrer l'offensive communiste d'Hanoï contre le régime de Saïgon qu'ils soutiennent, les États-Unis se sont lancés dans l'aventure militaire au Vietnam. Le président Johnson et son ministre de la Défense, McNamara, ont élaboré une stratégie par étapes qu'ils ne maîtrisent pas. En vérité, ils sont happés dans le vertigineux engrenage de l'escalade. Au début de 1968, 500 000 jeunes Américains, spécialement entraînés, combattent au Vietnam. Installés sur de gigantesques bases, véritables mégapoles guerrières, ils reçoivent sans cesse davantage de moyens d'équipement, d'armement. Chaque mois, 1 million de tonnes de ravitaillement arrivent au Vietnam. Le trafic aérien est si dense que l'aéroport de Saïgon devient le plus animé du monde. La machine de guerre américaine fonctionne à plein. Jamais une telle puissance n'avait été concentrée dans une aussi petite région du monde contre un ennemi apparemment aussi faible. Les moyens des guérilleros Viet Cong le semblent dérisoires. Ils vivent dans les souterrains à l'abri des bombardements, se déplacent la nuit, cherchent appui dans les villages. Au sol, les GIs évoluent dans une jungle hostile, infestée de moustiques, pataugent dans les rizières et les marais. Ils combattent un ennemi invisible et insaisissable. Dans une guerre dépourvue de front, la sécurité n'est nulle part. La moindre patrouille peut s'avérer dangereuse, dégénérer en combat meurtrier. Au nord du 17e parallèle qui sépare depuis les accords de Genève en 1954 les deux Vietnams, les B-52 déversent un tonnage de bombes colossales. Par ces attaques aériennes systématiques qui suscitent l'indignation du monde, le gouvernement américain veut pousser le Nord-Vietnam à négocier et à faire cesser l'insurrection au sud. L'Amérique ne doute pas que sa supériorité matérielle et militaire viendra à bout des communistes. Pourtant, les pertes sont de plus en plus lourdes. Des dizaines de milliers de jeunes Américains repartent du Vietnam, blessés, amputés ou pire encore, dans des cercueils plombés. La guerre du Vietnam divise l'Amérique. La lutte contre l'engagement militaire est partie des campus. Le recours à la conscription qui menace de transformer chaque jeune Américain en GI, la suppression en 1967 des sursis pour les étudiants grossissent encore les rangs de la contestation.
Par milliers, les jeunes Américains refusent l'incorporation, brûlent leur livret militaire. Certains passent au Canada et désertent. Le 21 octobre 1967, 100 000 personnes marchent sur le Pentagone, centre névralgique de la machine de guerre américaine. Le barrage de la police cède et des milliers de manifestants parviennent sur les marches de la forteresse. Voilà, donc cette vidéo va nous permettre de bien étudier ce petit 1 et nos 3 premières flèches. Alors, on ne va pas faire la chronologie de cette guerre du Vietnam, ni même revenir sur la guerre froide, c'est plutôt quelque chose que vous verrez en terminale, en tronc commun. Là, ici, on va vraiment reprendre d'abord l'idée que c'est une guerre vraiment typique de la guerre froide, un peu comme ce que vous avez déjà vu avec Corée du Nord, Corée du Sud. On avait déjà évoqué ça sur les questions des frontières. Vous retrouvez un petit peu cette opposition, c'est-à-dire, je le rappelle, un Vietnam Nord qui est soutenu, et donc qui est communiste et qui est soutenu notamment par l'URSS et la Chine, et un Vietnam Sud qui est davantage soutenu, c'est une dictature soutenue par les États-Unis. Alors l'intervention américaine, elle est militaire, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer beaucoup de soldats au Vietnam durant ce conflit. Alors il dure entre 1963 et 1975 en gros, hein. Et durant cette période, vous le voyez, on a quand même eu un envoi massif de GI américains sur le sol vietnamien afin justement de lutter contre l'expansion du communisme. Alors il y a eu, outre des envois humains importants et donc l'envoi de troupes en nombre, vous avez eu également des bombardements massifs et l'utilisation de bombes incendiaires. Vous les avez vues d'ailleurs dans la vidéo. On appelle ça des bombes au napalm. Ça fera beaucoup parler après d'ailleurs, lorsqu'on va découvrir justement la violence avec laquelle les États-Unis ont attaqué le Nord-Vietnam. C'est ce que vous découvrirez au fur et à mesure d'ailleurs de ce premier point. Donc l'engagement américain est plein, vous voyez qu'on va quand même aller jusqu'à 540 000 en gros soldats américains envoyés dans les années 1968-1969. Et finalement, dès le départ, les journalistes sont autorisés à se rendre sur place et à couvrir la situation. Alors l'armée en général, et notamment même avec le président de la République lui-même, là et vous voyez Nixon ici, va fournir les informations nécessaires aux journalistes afin justement de pouvoir couvrir les événements et de faciliter leur travail. D'ailleurs, les premiers reportages se focalisent vraiment sur l'action des GI, c'est-à-dire du soldat américain, et on va peu se poser la question de les raisons, les origines du conflit et surtout la légitimité et les moyens d'action des troupes américaines sur place. Alors, ce qui a finalement tout changé, c'est en janvier 1968, vous avez une offensive importante qui est lancée par les troupes communistes, on l'appelle l'offensive du Tet. Et c'est un véritable tournant parce que, d'abord, c'est une offensive violente et le travail des journalistes va permettre de vivre cette offensive en direct à la télévision. C'est-à-dire qu'il va y avoir une véritable couverture médiatique de cette attaque. Et dès ce moment, les foyers américains, les familles américaines vont pleinement s'intéresser, quasiment en direct, à cette guerre du Vietnam. Et évidemment, vont se multiplier les images, les témoignages au sujet de ce conflit. Alors vous voyez ici, je vous montre quelques extraits. Donc là, vous voyez, on est en 1964, on ne pose pas trop la question de la raison de l'engagement. Au contraire, on dit des avions américains bombardent les bases du Nord-Vietnam, on commente. Et puis progressivement, on va voir que les choses vont commencer à changer. Déjà ici, on s'intéresse au quotidien des GI et on voit un combat mortel. Donc on sait que à travers les photos, à travers la détresse de certains regards et à travers certains reportages photographiques, on voit que déjà la situation sur place pour les soldats américains est loin d'être évidente et est parfois très violente. Donc, on va commencer à avoir de plus en plus de doutes qui vont s'exprimer, notamment au sein de l'opinion américaine, à travers le travail des journalistes. Donc là, pleinement, vous allez voir l'influence des journaux sur l'opinion américaine et ça va évidemment participer à un changement
dans l'opinion. Alors pourquoi de plus en plus, je vous l'ai dit, on va avoir des témoignages, on va montrer des dégâts physiques, psychologiques chez les soldats américains, on va montrer les bombardements, les victimes civiles, les crimes de guerre. Et donc les médias vont finalement, je vous l'ai dit, amener un retournement progressif de l'opinion. Et regardez, on le voit très bien, au début du conflit, il y a très peu d'Américains qui considèrent que l'engagement des États-Unis au Vietnam est une erreur. Et regardez, plus on s'approche de la fin du conflit, c'est-à-dire plus on s'enlise dans ce conflit, plus l'opinion américaine met en doute l'engagement des États-Unis au Vietnam, c'est-à-dire considère cet engagement comme moins légitime que ce qui était le cas lorsqu'on a commencé le conflit, c'est-à-dire dans les années 1965. Donc, voyez l'importance ici du journalisme, l'importance ici de la transmission de l'information. Et puis, le Nord-Vietnam, comme de toute façon les reporters en général, vont aussi publier certaines photos comme celle-ci qui a fait le tour du monde. C'est une photo extrêmement célèbre où on voit des enfants qui ont été ici victimes d'un bombardement en napalm. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Je vous propose d'ailleurs, pour bien comprendre à la fois son importance, mais aussi l'histoire de cette photo, de cliquer juste en dessous de la vidéo. Il y a un très bon reportage sur ce qu'est devenue cette petite fille, qui est devenue un symbole de ces bombardements extrêmement violents et qui touchent les populations civiles, et de celui qui a pris la photo, donc de Nick Hutt. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo, c'est assez intéressant de voir déjà ces retrouvailles, et l'un et l'autre vont vous expliquer la façon dont cette photo, dans le contexte dans lequel cette photo a été prise. C'est un reportage qui est assez intéressant. Malheureusement, je ne peux pas le mettre directement dans la vidéo, car je sais très bien que YouTube ne va pas me permettre ensuite de publier la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je vous propose de passer à notre petit 2 et montrer en quoi le rapport entre médias et opinion est très important en temps de guerre. Alors, pour cela, on va s'appuyer de nouveau sur des conflits, notamment par exemple menés par les Américains. Ça sera pour notre première flèche. Alors, lorsque les États-Unis, un peu plus tard, notamment en 1991, vont venir soutenir le petit État que vous voyez ici, qu'on appelle le Koweït, c'est la guerre du Golfe. L'Irak va attaquer le Koweït. Alors ne vous inquiétez pas, pour le moment, ça peut vous paraître un petit peu difficile, mais ce sont des choses que vous verrez en terminale. Donc pour l'instant, je fais assez rapide. Eh bien, vous voyez, l'Irak ici va être attaqué par les États-Unis et une coalition de tous les États que vous voyez dans la même couleur ici que les États-Unis, qui vont venir attaquer l'Irak. Donc évidemment, les États-Unis, à la tête de cette coalition, vont remporter cette guerre du Golfe en 1991. Mais à la limite, ce n'est pas la guerre qui nous intéresse, c'est plutôt la façon dont justement les journalistes vont couvrir l'événement. Et dans ce conflit, les États-Unis vont tirer les leçons de ce que vous avez vu avec moi dans le petit 1, c'est-à-dire du conflit au Vietnam. Pourquoi ? Eh bien désormais, depuis cette guerre au Vietnam, on se rend compte que les médias ont un rôle et permettent un accès à l'information en temps réel, en temps de guerre, qui peut tout changer, notamment dans l'opinion. Résultat, en 1991, eh bien, le nombre de journalistes qui a été envoyé ici pour couvrir cette guerre du Golfe a été limité. Les États-Unis ont limité le nombre de journalistes envoyés au front. Ils ont réduit l'accès à certaines images, l'accès à certaines informations. Ils ont cadenassé le travail des journalistes, justement pour éviter le retournement de l'opinion que nous avons vu sur le Vietnam. C'est-à-dire que là, même si les États-Unis sont bien une démocratie, on a eu un véritable contrôle de l'information en temps de guerre, puisque les États-Unis ont véritablement contrôlé ce que les journalistes ensuite envoyaient comme information au reste de la planète. D'ailleurs, je vous demande de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo, c'est le second. Alors vous allez voir justement à quel point les journalistes, même français, ont été encadrés dans leur information, et vous allez voir qu'ils n'ont pas pu du tout travailler librement, ni même donner l'ensemble des informations qu'ils auraient voulu donner à l'opinion. Regardez la vidéo en cliquant simplement sur le lien, le second lien en dessous dans la description, vous verrez, on comprend assez bien ici la maîtrise de l'information qui est ici avant tout une décision venue des États-Unis. Et enfin, la deuxième et dernière flèche de votre cours pour aujourd'hui, en fait, on vous montre que lorsqu'on est en temps de guerre, les États utilisent véritablement le journalisme, et notamment ceux qui vont donc transmettre l'information pour servir leurs intérêts. Alors ça, vous l'avez déjà vu avec moi lorsqu'on a vu la Première Guerre mondiale. Dès la Première Guerre mondiale, on voit bien que les journalistes sont utilisés à des fins de propagande. Il y a ce qu'on appelle le bourrage de crâne, on l'a déjà vu, donc c'est une révision. Mais en fait, ça se vérifie encore aujourd'hui. Et on voit très bien que les journalistes sont utilisés pour persuader l'opinion, en transmettant une information qui est en général très contrôlée par l'État, notamment lorsque l'État est en temps de guerre. C'est à partir de cela que les États vont contrôler l'opinion et donc maintenir une autorité sur eux, donc un véritable contrôle de l'opinion publique.
Et en fait, aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on vérifie dans chaque État en guerre, l'information reste véritablement extrêmement compliquée et la liberté de l'information reste encore à conquérir lorsqu'on parle justement des lieux de guerre. Voilà, j'espère que cette leçon a été bien claire pour vous. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour le dernier point de cette grande thématique sur l'information. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.